Bonsoir à tous et bienvenue dans Connaissez-vous, musique, design, architecture. C'est le menu pour ce soir. La musique avec Grażyna Binkowski, elle est pianiste, compositrice. Elle chante aussi dans un projet qui est une sorte de correspondance avec la grande poétesse féministe américaine Sylvia Plath. On en reparlera dans un instant. Ensuite, on ira vers le design et l'architecture et l'œuvre de Michel Guevers et Jean-Pierre Gabriel qui viendra nous en parler. Il consacre une monographie à Michel Guevers. Et puis Gaspard Six, batteur, sera notre troisième invité ce soir. En fin d'émission, un micro ouvert, c'est Agodjié qui sera pour la première fois dans Connaissez-vous. Merci de nous faire confiance chaque dimanche. Nous sommes partis. Bonjour Grażyna Binkowski. Bonjour. Est-ce que c'est un aboutissement d'arriver à la présentation d'un album ? Oui, ça rend les choses concrètes et ça fait du bien. Ça fait du bien parce que l'accouchement a été un petit peu long ? Il a été long, semé d'embûches, d'obstacles, mais c'est ça aussi qui l'a enrichi, qui l'a nourri et du coup c'est peut-être une fatalité pour la bonne cause. Ouais, on va parler d'un album qui est un hommage ou une correspondance avec Sylvia Plath, grande poétesse américaine. Ça fait combien de temps que vous travaillez sur ce projet ? Alors j'ai démarré l'étape de la production en 2020, 2 semaines avant la fameuse pandémie qui nous est tous tombée dessus. Et puis au fur et à mesure du temps, voilà, je suis arrivée à la fin de mes enregistrements en 2022 et puis à la sortie ici en 2024. Pourquoi est-ce que c'est si long ? Alors tout d'abord, y a eu la pandémie qui a un petit peu ralenti tout ce qui est étape de planning avec mes invités, puisque j'ai des invités sur l'album. L'accès au studio aussi. Et puis dans un second temps, il y a aussi toute la question des droits. Au départ, je voulais faire un songbook qui partait des textes de Sylvia Plath. Et puis, en fait, les héritiers de Sylvia Plath n'acceptent aucune adaptation de ses œuvres, qu'elles soient cinématographiques, musicales ou autres. Donc, j'ai revu un petit peu mon projet. J'ai décidé d'écrire des textes sous format poétique, en réponse aux siens pour composer les chansons de mon album. Ouais, donc, c'est une sorte de correspondance à travers le temps et à travers l'espace entre vous et elle. Voilà. Ouais. Si on veut. Est-ce que vous avez envie de vous asseoir ? Avec plaisir. Alors, vous pouvez prendre une petite place sur la banquette, celle la plus à gauche. D'accord. Voilà, et vous allez trouver votre album. Oui. Vous pouvez le prendre en main ? Oui. Est-ce que vous êtes... Il est tout frais, il vient d'arriver. Il est arrivé hier matin, donc oui. Voilà, on va le trouver dans les bacs, comme on dit, bientôt. Il est déjà en ligne pour ceux qui préfèrent les versions numériques ? Il sera disponible le 24 mai sur les bonnes plateformes, sur les bons sites, via mon Bandcamp. Donc le 24 mai, oui. Ouais. On the Edge of Sylvia, traduction du titre. Pourquoi est-ce que vous avez voulu ce titre-là ? Alors, Edge, c'est le titre du dernier poème que Sylvia Plath a écrit en 1963 avant de mettre fin à ses jours. Et du coup, j'avais envie de symboliser un petit peu, pas la parentalité évidemment, mais la connexion entre elle et moi, en me qualifiant d'être à la bordure de son paysage littéraire, de son vécu, de tout ce qu'elle a pu transmettre posthumement aussi. Donc ça s'appelle en fait « À la limite de Sylvia ». Ouais. C'est quoi cette connexion ? Elle remonte à quand ? Quand est-ce que vous avez découvert son œuvre ? Bien, je suis tombée par hasard sur un recueil de poésie de Sylvia Plath en 2009, donc ça date déjà un petit peu. Il faut savoir que moi, je n'ai jamais eu l'intention de composer de la musique vocale, donc je voulais uniquement m'illustrer en musique instrumentale. Ouais, donc vous êtes pianiste et compositrice voilà, au départ. Voilà, c'est ça. Voilà, j'ai une formation classique à la base. J'aime beaucoup travailler dans tout ce qui est musique contemporaine. Et donc, j'ai commencé à lire, en me disant « Oh, une poétesse féminine, j'en connais pas des masses. Je vais un petit peu me pencher sur ces textes. » Et il se trouve que la rythmique des mots et le contenu m'ont fortement marqué, inspiré. Et je me suis dit à ce moment-là, il va falloir un jour que j'en fasse quelque chose. Donc ouais. Ça a mis du temps à mûrir. Et nous voilà en 2024 avec un album qui lui rend hommage un petit peu. Alors, le quelque chose arrive. Je vous propose qu'on écoute un premier extrait de cet album. Comme ça, on va voir de quoi on parle.
on emptiness. But God is a field, a field. He's gleaming like a mirror. God is a field, a field. She's a man, not a woman. Are you just blinded by the silence? It's useless to think of you at home. Maybe I should never get out of this. And you smile, you smile. But God is a field, a field. Extrait d'un des titres de cet album de Grażyna Bieńkowska. Petite explication de texte ou explication d'image. Pourquoi ce maquillage? Alors, God is a Field n'a rien à voir avec la religion et pourrait comprendre toutes les religions. En fait, j'ai voulu parler de tout ce qui nous empêche d'avancer dans la vie. Parfois, on se met soi-même nos propres barrières, nos propres obstacles, et le maquillage, dans cette perspective, symbolisait un petit peu ce masque lourd, mais parfois aussi beau, à porter, qu'on a intérêt à enlever malgré tout au fur et à mesure du temps pour pouvoir se dévoiler tel que l'on est vraiment. Ouais. Un petit mot sur Sylvia Plath, c'est qu'elle a attendu la reconnaissance très longtemps. Enfin, elle a dû sacrifier sa carrière au profit d'un homme. Oui, et c'est une thématique tellement actuelle et qui concerne encore pas mal de femmes, dont moi. C'est pour ça qu'elle m'a touchée beaucoup aussi, parce que même avec 60 ans d'écart, on a beaucoup de points communs, c'est-à-dire qu'exister en tant que femme dans l'art et en tant que compositrice reste encore parfois quelque chose où il faut se battre pour acquérir une certaine crédibilité, où il faut rester déterminé et peut-être parfois aussi faire certains sacrifices. Ouais. Est-ce que vous m'autorisez à dire, Grażyna, que l'extrait qu'on vient d'entendre, et puis on aura un autre clip tout à l'heure, ils sont peut-être un petit peu trompeurs? Parce que on est plutôt dans un univers pop avec le titre qu'on vient d'entendre. Oui. On écoutera un autre tout à l'heure. En fait, il y a deux ambiances, deux salles, deux univers dans votre album. Il y a des musiques pop chantées, où vous chantez, et puis il y a des musiques instrumentales. Je rappelle que vous êtes compositrice, pianiste. Le dernier album, je pense que vous avez enregistré, c'était de la musique d'Erik Satie. Oui. Et vous avez un trio qui va plutôt aller dans ce qu'on pourrait qualifier de jazz. Et on va passer, comme ça, dans cet album, d'un morceau pop à un morceau instrumental plutôt jazz. Vous êtes d'accord? Et finalement, ça pourrait être sur deux albums différents. En fait, ça pourrait même être sur 4 albums différents. C'est un album qui réunit toutes mes influences musicales. Donc, venant du classique, je me suis orientée au fur et à mesure du temps vers la musique contemporaine, puis vers, en effet, un langage avec des influences jazz. Et puis, j'ai aussi beaucoup travaillé comme musicienne de session dans le milieu plus rock. Et ce qui a donné lieu justement à un bagage plus riche, on va dire ça comme ça, en termes d'écriture et de composition, et aussi en termes de collaboration possible avec d'autres artistes. Ouais. Donc cet album que j'estime être très personnel et en milieu de parcours, si vous voulez, je le voulais comme une synthèse de tout mon parcours, de toutes mes influences. Mais ça peut être déroutant pour le public. Il y a un public qui va peut-être se reconnaître dans les morceaux pop, qui ne se reconnaîtra pas dans le trio jazz avec deux morceaux, Poppy's in July et Poppy's in October, qui pourraient être vraiment des albums de jazz. Et inversement, on a un morceau complètement a cappella aussi. On a un morceau qui tourne vers le rock, en tout cas vers l'énergie du rock. Ça peut être un peu déroutant. Oui et non. Cet album, c'est comme une BO littéraire, en fait. Donc, c'est un parcours, c'est un voyage où les chansons chapitrent les titres instrumentaux et la façon dont elles sont dispersées au long de l'album
permet l'équilibre en fait. Donc c'est comme ça que vous allez rentrer dans un univers qui est composite, mais qui a un début, un milieu, une fin et qui permet de ne pas dérouter à l'écoute. Enfin, c'est mon avis. Alors, on va parler peut-être des collaborations sur cet album, parce qu'il y en a beaucoup. Je vous montre des photos et vous allez pouvoir les commenter. Première photo, c'est peut-être celui qui, en Belgique, va être le plus connu. Qui est-ce ? Ben, c'est notre fameux chanteur iconique Dan, avec lequel je travaille ponctuellement depuis bientôt une dizaine d'années maintenant. Vous avez enregistré avec lui, hein, vous l'avez parfois accompagné. Hein. Je l'ai accompagné principalement sur une tournée promotionnelle pour son album Nada en 2016. Et puis, c'est lui qui m'a donné envie finalement de faire cet album parce que nous avons aussi, je l'ai invité à me rejoindre sur scène en 2018 pour faire des lectures de textes de Sylvia Plath accompagnés au piano. C'était un peu les prémices de ce projet. C'est ça, voilà. Et donc, il avait clairement sa place comme invité sur cet album-ci, ouais. Alors, deuxième photo, deuxième invité que vous allez nous présenter. Elle arrive. De qui s'agit-il ? Alors, il s'agit de Douglas Kennedy. Donc, c'est un auteur américain assez connu, qui a un lectorat français assez important et que j'ai rencontré aussi il y a plus d'une dizaine d'années maintenant. Grand mélomane de surcroît. Et donc, pour pouvoir parler de ce côté littéraire par rapport à mon album, je lui ai demandé de préfacer cet album. Et j'avais envie justement que ce soit non seulement un auteur américain qui préface l'album, contemporain, mais un homme aussi. Ah. Pareil avec Dan, le choix de mes invités principalement masculins parce que l'objectif c'était finalement de mettre les mots d'une femme dans la plume ou la voix d'homme. Ouais, et on trouvera donc le texte dans le livret de l'album. Troisième photo, là ça va être une femme. Oui, c'est Gina Criscitiello, qui est une américaine vivant en Belgique, une chanteuse également, performeuse. Elle a travaillé notamment comme choriste pour Marc Moulin, aux Arcs-en-Ry. Elle a son propre projet maintenant et elle a une voix magnifique. Donc je ne pouvais pas ne pas lui composer quelque chose. Je pourrais lui composer tout un album en fait. Voilà, et alors la cinquième et dernière photo qu'on va vous présenter, et là on repart chez les hommes et on retraverse l'Atlantique. Oui, alors Ken Stringfellow, leader d'un groupe très connu dans le rock alternatif qui est The Posies. Il a aussi joué pour R.E.M., donc un chanteur, là on est plus dans la tendance rock. On s'est rencontrés il y a 5 ans en fait, et Ken Stringfellow est vraiment une personnalité musicale qui m'a ôté cette espèce de complexe de chant en fait, puisque je ne cherchais pas forcément à m'illustrer par là. En fait, il m'a invité à l'accompagner un jour lors d'un de ses concerts ici en Belgique, mais pas au piano, juste au chant. Et depuis, on a gardé contact. Et puis, j'aime beaucoup sa voix aussi, qui est très typée. Et je lui ai proposé d'interpréter un titre qui s'appelle Mirror. Eh ben, c'est un extrait de Mirror qu'on va écouter maintenant. I am in front of you, quietly staring at you without boredom, emptying excess of shadows and lights that they gave you to love you more or less, 'cause it's in your eyes, I'm in your eyes. I'm so cold but full of mercy, the eyes of disregard that could be. I'm so cold but full of mercy, the eyes of disregard that could be. So many times you tried to break me into 1,000 pieces,
fait. I fought and I lied to you. Like the best friend you've ever had, I'm not always clever. Voilà, un couple qui semble se déchirer à l'image. C'était Ken Strickfellow avec Grażyna Binkowski. Le titre s'appelle Mirror. On rappelle qu'il y a des morceaux pop, une ballade en l'occurrence ici sur cet album. Il y a des morceaux complètement instrumentaux et on passe d'un univers à l'autre. Vous allez le défendre sur scène cet album, Grażyna Binkowski, ou pas? Oui, dès cet automne, donc avec la période estivale où je suis en préparation aussi d'autres tournages, je fais un petit crochet vers l'automne. J'ai déjà une date à annoncer en octobre à la ferme du Biérot. Donc à la ferme du Biérot à Louvain-la-Neuve. Donc ça sera en octobre pour la présentation de l'album. Vous allez continuer vos autres projets parce qu'on vous voit parfois avec votre trio, on vous voit parfois au piano solo comme concertiste, vous enregistrez, vous allez vous accompagner d'autres artistes, vous allez continuer tout ça de front? Oui, tout à fait. Je serai aussi à Ars Musica en novembre prochain avec l'œuvre que j'ai composée à partir de celle d'Eric Satie. Donc voilà, on repart dans la musique contemporaine. Et puis, je suis déjà en train de préparer le prochain album, mais ça, c'est surprise. Comment est-ce que vous supportez le regard des uns et des autres, Grażyna Binkowski? Le regard des amateurs de jazz qui se disent mais qu'est-ce qu'elle fait dans le pop, ceux qui peuvent être séduits par ce que vous faites là maintenant avec par exemple God is a Field ou avec votre duo qui s'appelait Wolve, mais qui se disent mais qu'est-ce qu'elle fait dans le jazz ou dans la musique contemporaine, et puis les amateurs de musique contemporaine qui disent mais cette pianiste est drôlement douée, pourquoi est-ce qu'elle s'abîme dans d'autres musiques plus légères? Vous vivez bien avec tout ça? Maintenant, oui, je crois que je le vis bien parce que je ne cherche plus moi-même à me mettre dans une catégorie. Et en fait, je dirais comme Duke Ellington. Il y a la bonne musique et la mauvaise musique. Et moi, j'espère que je suis dans la première catégorie. Et c'est ça qui compte finalement. C'est de rester authentique, de faire ce qu'on pense être juste par rapport à sa création. Et puis, si ça touche plusieurs publics en même temps, c'est encore mieux. Ouais. Qu'est-ce que vous voudrez qu'on retienne de vous tout à la fin? Que vous avez été une grande pianiste, une grande compositrice, une artiste pluridisciplinaire, une chanteuse? Je pense que ce que j'aimerais, c'est qu'on dise que je n'ai pas eu peur de faire tomber certaines barrières malgré leurs difficultés à tomber et que la trace que je laisse reste dans le temps. Donc que ce soit quelque chose d'intemporel, que ça traverse le temps sans que ça ne paraisse désuet, has-been ou autre. Voilà. Voilà, donc ça s'appelle On the Edge of Sylvia, c'est l'album de Grażyna Binkowski. Sous votre album, il y a un gros livre à votre gauche, Grażyna. Est-ce que vous pouvez le prendre? Oui. Est-ce que vous savez de quoi il s'agit? Pas du tout. Pas du tout. Eh ben, on va essayer de vous éclairer. Jean-Pierre Gabriel va vous rejoindre. Bonjour. Vous êtes impressionnante, hein? Ah ben... Non, j'étais en coulisses et je vous ai écouté. Wow. J'imagine aussi tout le travail que ça représente quand je Alors, vois ils ont déjà commencé la conversation. Non, mais c'est incroyable parce que bien sûr, il y a la musique, la composition, j'entends tout ça, mais aussi tout ce travail pour toutes ces vidéos. C'est un autre. C'est un autre monde, mais c'est aussi. C'est aussi impressionnant qu'un bon bouquin, un gros bouquin. Je ne sais pas s'il est bon, il est gros. Il est lourd en tout cas. Oui, il est bien rempli, 2 kilos et quelques, oui, à la poste. Voilà. Jean-Pierre Gabriel, est-ce qu'on peut vous demander de vous présenter? Oh là là. Bon, très rapidement. J'aime toujours dire que... Non, la première chose que j'aime dire, c'est que je suis né dans une ferme. Et ça m'a marqué. C'était une toute petite ferme au bout du monde. Mes copains disaient qu'il fallait 3 heures de liane pour y arriver. Ce monde de la nature m'a toujours marqué, et des animaux. Elle était où cette ferme? Le patelin s'appelle Ouillère, on le prononce à la française, et c'est entre Tournai et Mons, c'était mais vraiment le bout du monde. Enfin bref, et puis voilà. Et puis un jour, quelqu'un m'a dit, mais vous vous intéressez aux plantes, et j'ai commencé à aller voir des jardins, à les photographier. Et j'ai travaillé pas mal pendant des années pour Weekend, ce n'existait pas encore d'ailleurs, le VIF et puis le CNAC. J'ai eu beaucoup de chance d'être reconnu aussi par nos collègues flamands. Et puis des jardins, je suis passé à l'architecture et aux intérieurs, comme photographe, j'ai oublié de dire, et puis comme pour l'écriture.
Et puis à la nourriture. Alors tout le monde dit, oh ouais, c'est de la nourriture, ouais, c'est la mode, etc., etc. Mais bon, j'ai commencé il y a très longtemps. Et donc, ce monde, c'était assez intéressant parce que ce monde m'a d'abord amené à énormément voyager et à me frotter à d'autres cultures. Et j'ai, bon, ça c'est un peu plus, on va dire, star system. Et donc j'ai eu la chance de aussi rencontrer la plupart des plus grands chefs du monde et de devenir souvent copain avec eux. Ouais, donc vous êtes un grand photographe, on va dire ça. Et autant Grażyna Binkowski est de la culture de l'oreille, autant vous êtes de la culture du regard, on peut dire ça? Oui, j'adore ça. Non, ce qui est important pour moi, si je devais un jour donner cours de photographie, j'attirais l'attention sur deux choses, le cadre et la lumière. Ouais. Bon, la lumière, c'est fondamental. Oui. Je suis un malade du matin, et du soir aussi, mais surtout du matin. Et l'entrée de la lumière dans une image, c'est ça. Et qu'est-ce qui va faire vivre ça, et ça fonctionne aussi pour les intérieurs. Et le cadrage, ça c'est... on a deux choses. Je pense, comme photographe, on a notre œil, et puis ce que notre œil va cadrer. Oui. Et ça, c'est fabuleux. Et alors, si on parle un peu de technique aujourd'hui, vous avez été confronté pour faire les vidéos. Ce qui est intéressant, c'est qu'on travaille avec du digital extrêmement puissant. Et donc, on peut faire une photo, mais savoir ce qu'on va retenir dans la photo. Et ça, c'est un autre exercice assez amusant et que je pratique quand même relativement souvent. Ouais. Voilà. Alors, on a digressé un petit peu. Je vais vous ramener vers votre livre, si vous voulez bien, Jean-Pierre Gabriel. Merci. En gros, sur la couverture, il y a un autre nom, celui de Christophe Guevers. Ouais. On peut préciser qui est Christophe Guevers. C'est un architecte ou c'est un designer ou c'est les deux à la fois ou ni l'un ni Donc l'autre? c'est surtout un architecte d'intérieur et un designer. Donc il fait surtout des projets globaux. Donc Guevers meurt, il faut d'abord le situer, il disparaît en 2007, il a 78 ans. Et on lui doit pas mal de choses qu'on a connues, qui ont disparu, beaucoup à Bruxelles. Notamment le passage 44, c'était lui. Ah oui. Le centre culturel et quand je dis c'était, c'est parce que ça a disparu. Et le centre culturel de Woluwe-Saint-Pierre, la maison communale, enfin une série de choses. Mais ce qui était intéressant avec Guevers, je l'appelle maintenant, je l'appelle souvent l'anti-Instagram. Ça veut dire ce bonhomme, il avait, je ne sais pas, comment il n'arrivait pas à se vendre, vais-je dire, j'aime pas le mot se vendre, mais à se propulser, à dire c'est moi. C'est quelqu'un d'assez étonnant. Et alors, c'est quelque chose dont je n'ai jamais parlé, j'ai été interviewé quelques fois, mais en fait, je le rencontre une seule fois en 2002. On a une interview, et quand je la relis, c'est musclé. C'est quand même assez provocateur de ma part. Et il y a une chose, quand je relis cette interview, quand on travaille sur le livre, parce que ce travail, je ne suis pas tout seul, je en parlerai après. Quand je travaille sur ce livre, je commence à m'intéresser à lui. Et c'est peut-être idiot à dire, ça ne traduit pas beaucoup dans le livre, sauf dans les dernières pages, je m'intéresse à ses douleurs. Et en fait, en 2002, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit qu'une tante, après, c'est dans le livre, c'est pas une tante, mais peu importe, une amie de la famille, lui donne en 1958 5 millions de francs belges. C'est énorme. Pour qu'il se réalise. Et je lui dis, mais pourquoi elle vous donne 5 millions de francs belges? Bon, d'abord, elle est riche, ok. Il dit, parce qu'elle m'aimait. Vous avez parlé de... Eh bien, et c'est ça. Et donc, pendant des années, Guevers a la douleur de ne pas être aimé de sa mère. Ou de penser qu'il n'est pas aimé de sa mère. En fait, il avait un frère aîné qui a été un comédien connu en Belgique et un peu à Paris, qui s'appelait Yvan Dominique. Et sa mère était écrivain. Elle n'a pas eu de grand succès, mais ça devait être une dame assez étonnante. Et puis, de fil en aiguille, je découvre qu'elle a été une des nombreuses maîtresses de Céline. Céline qui a débarqué un jour en Belgique et qui l'a emmenée, presque le même jour, dans un lit d'hôtel. Ouais. Bref, elle en a tenu des douleurs, etc., etc. Et alors je demande donc sa mère meurt 2 ans avant lui, elle a 99 ans. Et je demande à ses amis proches, vous a-t-il parlé de sa maman? Non.
Et puis je découvre d'autres choses à la fin, qui voyait sa maman le dimanche, etc., etc. Mais tout ce monde-là. Et je me suis dit, tiens, mais c'est ça qui m'a touché chez lui, et c'est peut-être ça qui m'a et qui nous a poussé, parce que ce livre, j'ai beaucoup travaillé avec Muriel Logis, qui a fait la mise en page, mais qui a travaillé toutes les photos, qui a relu tous mes textes, qui les a... Il faut préciser ça, hein. Vous faites à la fois les photographies, on en a vu passer quelques-unes, et le texte dans cette monographie. Oui, mais j'ai souvent fait ça. Hein. On est un peu dans la même démarche. C'est de faire un objet hommage à une personnalité qui est très connue pour ce qu'elle a produit et dont le vécu a autant d'importance. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et donc il y a cela. Et puis j'avais lu des choses qui ne me plaisaient pas sur Guevers en disant c'était un bricoleur. Bon, oui, effectivement, il faisait des choses lui-même dans ses ateliers, mais il était génial. Enfin, vous voyez, si vous voulez, en m'attachant à lui par ce petit côté. Ça, c'était dans le premier tiers de la fabrication du livre. C'est ça qui m'a poussé à passer de peut-être un projet de 200 pages à 432 pages. J'ai une question perso. Est-ce que justement sa personnalité, vous y avez trouvé des points communs avec la vôtre et que c'est ça qui vous a attiré à pousser plus loin, pas le côté biographique, mais l'intérêt pour... Est-ce que c'est l'accroche, on se dit ah ben oui, mais moi aussi je connais ça, ah ben oui, moi aussi j'ai vécu ça. Peut-être qu'on cherche tous, en tout cas comme homme, on cherche souvent la reconnaissance de sa maman. Oui. Voilà. Ouais. Alors Michel Guevers, il a quand même réalisé quelques aménagements qui peuvent peut-être parler à quelques Bruxellois. Donc c'est plutôt les années 60, 70, oui, alors, la grande période. Donc c'est le restaurant du Vieux Sablon, c'est le restaurant Canterbury par exemple qu'on peut citer. Ça beaucoup de Bruxellois connaissent. Mais avant ça, dans une autre génération de Bruxellois, ont beaucoup fréquenté le Cap d'Argent en face de ce qui s'appelle aujourd'hui Beaux-Arts, donc qui était la première chose qu'il a créée avec l'argent qu'on lui a offert. Donc beaucoup de Bruxellois ont gardé une nostalgie de cette taverne qui a complètement disparu aujourd'hui. Pour vous dire, les derniers éléments de son décor sont retrouvés dans des containers. Donc les gens ont jeté ça. Et ce n'est pas la seule chose. Hein. On a détruit des choses de Guevers sans... J'aurais aimé même que quelqu'un d'autre que moi fasse ce bouquin il y a 10 ou 15 ans. Parce que je suis sûr que ça aurait changé le cours des choses par rapport à son apport. Et alors, ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'à un moment donné, je n'avais pas assez d'informations avec un seul entretien. Et donc, je suis allé à la recherche de ses anciens élèves. Parce que ce monsieur, qui avait 0 diplôme, a été 33 ans chef d'atelier mobilier et agencement à la Cambre. Donc, il a formé presque plus de 30 générations d'architectes d'intérieur. Et ceux qui étaient... Bon, il avait un côté qui exacerbait ce monde, ou qui dérangeait dans ce monde d'artistes, c'est que monsieur adorait les Porsche. Donc il arrivait en Porsche pétaradante, à la Cambre. Mais il y avait aussi un autre côté. J'insiste souvent sur une photo qu'on trouve à l'inauguration de la maison communale de Woluwe-Saint-Pierre, où il est chemise blanche comme vous, mais ouverte jusqu'au nombril, avec un des bijoux qu'il faisait pour lui-même et qu'il a fait pour beaucoup d'amis et d'amis. Et donc, il y avait cette contradiction, mais peut-être ce besoin aussi de provoquer qu'on ne comprend pas très bien. Ouais. Et donc, ce qui était intéressant, c'est qu'il avait une réputation d'être un professeur extrêmement dur. Certains me racontent, à l'époque, on faisait des maquettes, il n'y avait pas de 3D. Et donc, quelqu'un m'a dit, 7 à 6 reprises, il a cassé ma maquette. Ah oui. Donc... Mais, c'est un caractère. Oui, mais ceux qui en sont sortis, mais ceux qui ont peut-être compris, vous disent ceci. Ils savaient ce qu'il y avait en nous et ils nous aidaient à nous dépasser. Et ça, c'est aussi extraordinaire. Et aussi, dans l'autre genre, son principal assistant, qui a été assistant pendant 11 ans, Thierry Auguet, commence la Cambre. Après 1 an, Guevers l'engage en disant « Tu ne dois pas continuer. Tu n'as pas besoin de diplôme, viens chez moi. » Il y a aussi des choses comme ça. Je trouve que ce personnage, en dehors de l'esthétique, en dehors du côté indémodable, ce qui a fait, vous avez parlé du Canterbury, je pense que le Canterbury, qui est encore 100% Guevers,
ça, je pourrais le comparer je sais pas moi, au restaurant du MoMA à New York, vous voyez, qui est complètement, comme on dit en anglais, timeless, donc sans, comme je sais pas comment on dit en français en plus. Qui résiste à l'usure du temps. Voilà, qui résiste, voilà, temporel. Grażyna Bieńkowski, est-ce que vous connaissiez, est-ce que vous aviez déjà entendu parler de Michel Guevers? Non, pas du tout. Les photos que vous avez vues passer, alors il y a la passion de Jean-Pierre Gabriel qui en parle visiblement avec un enthousiasme non fin, mais sur projetez-vous dans ses intérieurs. Est-ce que vous apprécieriez? Est-ce qu'on pourrait définir le style Ça, Guevers? c'est intéressant. Ouais. C'est la machine qu'il faisait lui-même pour plier les tôles en laiton de ses lampes. Donc, non seulement il fabriquait, mais il fabriquait la machine pour faire. Alors, l'architecture et moi, c'est c'est un monde... moi, je suis beaucoup moins créative à ce niveau-là. Mais justement, je suis très curieuse. Donc, il y a quelques mois de ça, je me suis repenchée sur l'art nouveau, l'art déco, etc. pour mieux comprendre les différents courants, les protagonistes de ces courants. Parce que c'est vrai que finalement, on connaît plus les pierres que les hommes. Et parfois, c'est un peu dommage parce que pour comprendre certaines pierres, il faut connaître un peu les hommes. Donc, je pense que cette initiative-là de parler de l'homme en plus de ses créations est nécessaire et la photo, c'est l'outil principal pour le faire aussi. Ouais. Jean-Pierre Gabriel, on est dans le pays de l'Art Nouveau, de Victor Horta, etc. Est-ce qu'il y a une filiation? Est-ce que Guevers aurait pu être Guevers s'il avait grandi à Paris, à New York ou à Bilbao? Ou est-ce qu'il y a quelque chose de bruxellois chez lui? En tout cas, New York et Bilbao, oui. Paris, je ne suis pas sûr. Qu'on le veuille ou non, Paris est beaucoup plus conservateur. Mais Barcelone, New York, San Francisco, Moscou même. Pardon de parler de Moscou maintenant, mais c'est vrai. Bien entendu. Oui. Alors c'est amusant parce que récemment, je travaille aussi en Corée. Et récemment, il y a un grand magasin de design, énorme d'ailleurs, qui viennent commander des lampes de Guevers en Belgique. Ah oui. Voyez, donc il a encore... Ouais. Oui, il y a une ou deux compagnies, sociétés, entreprises, qui rééditent du Guevers. Il y a une continuité. Et il y a une certaine continuité, notamment vraiment bien sur les éclairages, je veux dire. Ouais. Vous avez du Guevers chez vous, Jean-Pierre Gabriel? On a un peu de Guevers qu'on a reçu... et on l'allume tous les soirs au dîner. On a reçu de la fille de Guevers une petite lampe qu'il faisait lui-même avec des trucs en plexi. Et ce qui est amusant, c'est que quelqu'un qui connaît bien Guevers m'avait dit, tu sais, ce qui est beau dans ces lampes, c'est la douceur de l'éclairage. Et c'est vrai que tous les soirs, on vit cette douceur. Voilà, on a parlé de lumière tout à l'heure, on termine avec la lumière. C'est une grosse monographie consacrée donc à Michel Guevers, qui est l'œuvre de Jean-Pierre Gabriel. On peut dire sur quel ouvrage vous travaillez, Jean-Pierre Gabriel, le prochain? Oui, alors pour le moment, je travaille sur quelques-uns. Donc il y en a un qui se termine et qui sera publié à Berlin en octobre sur un paysagiste flamand qui s'appelle Piet Blanckaert. Toutes les photos, à l'exception de 2 que je dois faire lundi, quand ici il fait beau à Amsterdam, sont terminés. Je rédige les textes, beaucoup de textes aussi, là, les 80% des textes. On va travailler aussi, on est occupé pour Flammarion, mais c'est pour 2025, sur un livre sur une illustratrice alsacienne vivant à Bruxelles, enfin française alsacienne, qui s'appelle Florine H. Alors là, c'est un projet au très très long cours. J'ai fait il y a 15 ans un livre de référence de cuisine avec Sangoun de Gimbre, le chef de l'Air du Temps, qui est connu pour son restaurant coréen à Bruxelles. Mais ça fait maintenant un petit temps qu'on travaille parce que son apport est énorme sur tout ce qui est technique de fermentation, interprétation, mélange de choses, etc. Et donc là, on a encore pour 8-9 mois de... Voilà, vous ne manquez pas de projet en tout cas, vous ne manquez pas de travail. Grażyna Bieńkowski, il y a aussi un prochain album en préparation déjà, mais on ne peut pas en parler. J'ai bien compris, on ne peut pas en parler. On va laisser vivre celui qui sort prochainement. Ouais. Alors, je vous propose d'accueillir un troisième invité sur ce canapé. Il y a un petit album en dessous du gros livre, si vous pouvez le trouver, Grażyna. Oui. Ah, voilà. De quoi s'agit-il? Ah, c'est énigmatique, quand on le voit, là, de face. Ouais. Il s'agit du Gaspard Six Quintet. Eh ben, je vais vous proposer de rencontrer Gaspard Six. Bonjour Gaspard. Bonjour Gaspard. Ça va.
Gaspard Six, est-ce que vous pouvez vous présenter? Du coup, je m'appelle Gaspard Six, je suis bruxellois, batteur, compositeur, improvisateur, j'aime aussi rajouter parce que je considère que c'est encore un autre langage en plus qu'être batteur ou compositeur, enfin c'est trois un peu branches de ma discipline. Voilà, né à Bruxelles, batteur depuis maintenant un peu plus de 10 ans, 13 ans je dirais peut-être maintenant. Diplômé du conservatoire de Bruxelles, enfin voilà. La jeune génération. Voilà. Ouais. Est-ce que vous connaissez Gragina du tout. aussi, Gaspard Six? Non, Pas en fait, du tout. non, en fait, non. On s'est rencontrés pour la première fois. Voilà, Voilà. c'est une vraie découverte. Vous avez étudié à Anvers aussi, hein, Gaspard, je pense, en partie. Hein? Je suis passé par Anvers pendant 1 an, c'était pour me préparer, en effet, dans une école privée qui s'appelle le Jazz Studio, parce que j'étais pas prêt pour rentrer au conservatoire, donc voilà, j'ai fait ça. Ouais. Qu'est-ce que vous avez pensé de tout ce qu'on a dit jusqu'à présent? Est-ce que la démarche de Grażyna Bitkowski et celle de Jean-Pierre Gabriel avec Michel Gevers vous inspire? Est-ce que par exemple la décoration, l'architecture d'intérieur, ça vous parle ou vous pas du tout? Je pense que ça me parle dans un sens, mais en tout cas, moi, je suis assez mauvais là-dedans, en termes d'aménagement, d'espace et tout ça. Je pense que je suis pas le meilleur. Mais par contre, c'est vrai que je voyais les photos dans la loge et je trouvais ça assez agréable au regard et tout ça. Et puis oui, l'architecture en général, c'est des choses que j'aime beaucoup, regarder comment les bâtiments de différents temps, on va dire, sont agencés les uns les autres. À Bruxelles, il y a un beau chaos avec ça, je trouve, qui est en fait assez beau au final. Et puis voilà. Puis ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que vous avez tous les deux consacré vos œuvres au travail, notamment, partiellement pour toi, mais au travail de quelqu'un d'autre. Et ça, je trouvais ça assez beau aussi de donner autant de temps et d'énergie pour le travail d'autres personnes à mettre en avant, même si il y a une retransformation, il y a un propos que vous. Mais je trouvais ça assez cool. Là où moi, pour le coup, je viens pas trop, c'est très personnel, mais enfin, je veux dire, c'est aussi très personnel, hein, mais c'est quelque chose que je trouvais intéressant de voir. C'est un axe différent. Oui, c'est ça. Ça viendra. Est-ce que vous pourriez le faire, vous, Gaspard, si vous deviez rendre hommage, j'imagine, à un musicien ou à quelqu'un d'autre, vous choisiriez qui? Si je devais rendre hommage. Mais en fait, c'est déjà quelque chose que je fais en concert. Par exemple, il y a beaucoup de concerts un peu plus one-shot. Notamment, j'en ai fait un avant-hier au Bonnefoy, où comme j'essaie de jouer dans des plus grosses salles, en tout cas des salles plus intermédiaires avec mon projet, les petits concerts comme ça dans les bars, je préfère les faire dans des formations un peu plus simples. Et du coup, là, par exemple, avant-hier, j'ai fait un hommage à Thelonious Monk, par exemple, où on a juste joué les compositions de Thelonious Monk. J'ai fait aussi un hommage à Duke Ellington il n'y a pas si longtemps. Et donc voilà, dans un but de revisiter le répertoire, de le réinterpréter, de le jouer. Et aussi, je tiens à préciser que, dans un sens, même si voilà, sur mon disque, il n'y a pas hommage à machin, dans la pratique de l'improvisation et du jazz, en fait, on passe beaucoup de temps à assimiler le vocabulaire des autres pour pouvoir en faire quelque chose de plus personnel. Et donc, dans un sens, c'est un peu comme si je rendais hommage en permanence à mes batteurs préférés, à mes compositeurs, compositrices préférées, en écrivant la musique. Et donc, dans un sens, il y a une espèce d'hommage en permanence, comme dans toutes les pratiques, j'imagine, où on assimile... On garde certaines influences qu'on transporte avec nous à travers notre propre langage, mais on est fait de ces gens-là, finalement, aussi. C'est ça, et donc voilà, dans un sens, même si c'est pas aussi clairement... Mais peut-être un jour, je prendrai le temps de vraiment... appuyer un hommage. Oui, peut-être. Alors on va écouter, c'est le premier album de ce projet-là, de ce projet en quintette. Oui, c'est ça. Et on va écouter un extrait et on en reparle juste après. Ouais.
Le morceau s'appelle Mélodie simple. On va demander d'abord à Grażyna Binkowski ce qu'elle a ressenti avec cette musique. Alors, comme je regardais les images en même temps, déjà la pochette est très énigmatique. Donc c'est la première question qu'on se pose. Ah, qu'est-ce qu'on va avoir? Et puis on part sur la création un petit peu de l'iconographie de la pochette. Et je trouve que cette musique est comme sa pochette, énigmatique. Énigmatique. Alors, Oui. on donnera la parole à Gaspard Sick dans un instant. L'aspect visuel avec cette chaise qu'on dessine et puis après qu'on casse, on est presque dans l'univers de Michel Gevers, Jean-Pierre Gabriel. Oui, non, ça vous mais- a parlé ou pas? Mais oui, bien parce Gaspard venait de dire, oui, mais moi, vous savez, l'architecture, je sais pas trop, etc., etc. Et puis là, dès le premier trait de dessin, on tombe sur une chaise. Et puis cette chaise est là. Mais surtout, on est dans un monde différent de Grażyna. Mais j'adore ce côté extrêmement conceptuel du film. C'est fabuleux. C'est arrivé près de chez nous, mais on est dans ce côté comme ça de mouvement de caméra hésitant, et qui vous prend, vous attendez ce qui va se passer. Ça peut-être dessert un petit peu la musique parce qu'on est pris par l'image. Mais bon, mais la musique est là, elle est plus en tapis que l'image. C'est de nouveau, on a deux interprètes. Ce qui est étonnant, c'est qu'au-delà de leur travail musical, ils font tous les deux un travail visuel qui moi, me touche en tout cas. Ouais. Alors Gaspard Sick, réponse d'abord sur le clip. Qui est l'auteur et qu'est-ce qui vous amène à aller vers cet univers-là qui est un petit peu enfantin quelque part, mais pas tout à fait? L'auteur du clip, pour le coup, c'est moi. J'ai vraiment fait ça avec zéro argent. J'ai fait ça avec mon téléphone dont la caméra est un peu pétée. On peut voir d'ailleurs là qu'il y a un peu des petites taches et tout ça. Parce que voilà, j'ai fait tout ça avec très très peu d'argent. Parce que je suis tout seul. J'ai pas vraiment de structure pour cet album qui l'entoure ou des financements. Donc j'ai vraiment un peu tout fait tout seul. Du coup, bon, c'est la première fois que je fais cet exercice. Et la vidéo, en effet, c'est vrai que c'est ça un peu le challenge d'un clip vidéo, et encore plus dans une musique instrumentale comme ça, comment est-ce qu'on peut illustrer sans trop distraire et en même temps, comme c'est de la musique instrumentale, j'aime bien l'idée que limite d'alors que ça devienne comme la bande-son d'un petit court-métrage un peu expérimental, parce que comme il n'y a plus... Enfin voilà, j'aime bien le fait qu'il y ait une narration un peu bizarre, un peu morcelée, et donc voilà, et en effet les chaises, bon ça c'est quelque chose que j'ai pas dit, mais moi j'ai étudié le dessin à Saint-Luc en secondaire en fait. Ah voilà, on va tout savoir. Et du coup, je peux expliquer pourquoi j'ai fait ce parallèle entre Mélodie simple et les chaises, c'est parce que j'ai passé beaucoup d'années à dessiner des chaises à Saint-Luc en observation et tout ça, et c'est marrant parce qu'il y a ce truc où on réfléchit pas trop, quand on voit une chaise, ça nous paraît évident, on a toujours grandi avec des chaises autour de nous, et en fait c'est pas si simple, genre de la dessiner, quand on réalise, dessiner une chaise, qu'est-ce que c'est, comment c'est structuré, en fait c'est un objet hyper intelligent. Oui, mais en même temps, il y a quelqu'un, ça a été inventé quoi, les chaises. Il y a eu un avait Michel pas de chaises. Gevers avant. Oui. Ouais, c'est ça. Et du coup, j'aimais bien l'idée aussi avec le nom Mélodie simple. La mélodie est simple, mais la structure autour est pas si facile. Et puis du coup, c'était un peu ça de dire un peu que en surface, ça paraît simple. Et qu'en fait, c'est hyper subtil. Je reste un instant sur les clips, si vous voulez bien. Je voudrais Bien sûr. avoir Grażyna Binkowski. Avec qui vous travaillez, vous, pour les clips, et est-ce que la musicienne que vous êtes va donner une consigne au créateur du clip? Est-ce que vous allez dire, moi, je veux ça Oui, alors- Parce qu'aujourd'hui, pour vendre une musique, il faut un petit peu une vidéo. Hein. Oui, en fait, tout l'aspect visuel de mon travail, je le réalise avec Lara Irbigna, qui est photographe et qui réalise aussi des vidéos. Et pour les clips, en fait, c'est un petit peu comme Gaspard. Il y a toujours cette considération du budget, des moyens. Et donc, on se force à devenir un petit peu scénariste et réalisateur. Donc, tous les clips, c'est ce qu'il y a dans ma tête. C'est ce que je veux raconter, c'est le message que je veux faire passer. Et évidemment, j'ai de la chance d'avoir quelqu'un au niveau de la technique qui s'y connaît beaucoup mieux que moi, ce qui n'est pas difficile. Et donc, c'est un travail en collaboration avec la vidéaste et photographe. Mais en effet, le choix du storyboard, c'est le mien. Ouais. Je reviens chez vous, Gaspard Sick. Mélodie simple, donc le titre est assez explicite. C'est un morceau, un des plus doux,
est sans doute un des plus lyriques de l'album. Votre musique, elle peut être aussi un peu plus agitée, parfois beaucoup plus dans l'énergie. On va préciser que vous êtes batteur, mais vous êtes le compositeur également. Il y a toute une vague là en ce moment de batteurs qui composent. On a reçu il n'y a pas très longtemps Stéphane Galland, il y a Antoine Pierre. Qu'est-ce qui se passe avec les batteurs? Vous ne voulez plus vous contenter d'être l'homme du rythme? Je pense que c'est un peu un mythe que les batteurs ne sont pas des compositeurs. Il y a énormément de batteurs qui composaient. Même Ringo Starr, il a composé quelques chansons. Je pense à Paul Motion, par exemple, un batteur de jazz qui a enregistré beaucoup d'albums de musique originale à lui. C'est pas tant nouveau. Je pense que c'est peut-être. Je pense que quand on est batteur, il y a une facilité de juste, entre guillemets, c'est déjà beaucoup d'énergie et de travail, mais de jouer pour les autres. Et du coup, il y a comme une espèce de facilité à travers ça. Moi-même, je suis tenté parfois par ce côté où je travaille dans beaucoup d'autres projets. Et en fait, il y a toute une partie du travail qu'on n'a pas à faire. On a juste à jouer de la batterie. Mais je trouve que c'est toujours intéressant d'écouter la musique des batteurs parce qu'en effet, ce n'est pas un instrument mélodique à proprement parler. Il n'y a pas vraiment de notes définies, tout ça. Mais du coup, je pense qu'on a peut-être une vision de l'écriture qui est assez particulière. Je pense notamment, il y a un batteur flamand, Jens Boutry, je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui, qui est un compositeur extrêmement intéressant, ou Stijn Kols aussi. Et je trouve qu'il y a un truc où les batteuses aussi, par exemple Francesca Remigi, qui est une batteuse italienne qui a vécu à Bruxelles pendant un moment, qui compose une musique extrêmement complexe et intéressante. Et donc je pense qu'il y a une vision de la composition et de la musique assez intéressante de la part des batteurs et des batteuses, je pense. Est-ce qu'il y a de l'improvisation dans votre musique d'une manière générale? Oui, je sais que oui. Est-ce que dans l'enregistrement d'un album, on se permet d'improviser beaucoup ou pas? Oui, il y a toujours une part d'improvisation. Après, comme là, on était en studio, on n'avait qu'une journée de studio et du coup, il fallait être un peu concis. On a un peu arrangé les impros dans le sens où on n'a pas juste laissé, on n'était pas juste en mode on joue le thème et puis après on voit qui prend quoi. On a juste un peu comme défini une trame, donc c'est-à-dire on va jouer le thème et puis après il y aura solo de guitare et puis après on enchaîne avec un solo de piano et puis on termine. Mais après les moments de solo en eux-mêmes étaient toujours très improvisés et très libres. Voilà. Après j'ai rien contre des solos écrits ou des choses comme ça, mais... Alors voilà, ça s'appelle donc le Gaspard Six Quintet. On va signaler qu'il y aura un concert de présentation de l'album. Ce sera le 24 mai, ce sera au Bexou. Le Bexou, c'est un petit club qui se trouve dans les caves de Tours et Taxi. Je reviens à l'improvisation. Grażyna Binkowski, est-ce que vous improvisez beaucoup, vous? Alors, on imagine que sur un album comme celui que vous présentez maintenant, c'est très écrit. Ouais. Quand vous êtes en concert, en prestation à l'extérieur, il y a beaucoup d'improvisation ou vous êtes plutôt une pianiste qui est dominée par la compositrice qui est en elle? Je oscille entre les deux. C'est-à-dire que vous pouvez venir me voir 5 fois de suite au même concert, vous n'entendrez jamais 2 fois la même chose parce qu'il y aura toujours des petits détails qui changent en fonction de l'impulsion qu'on a sur le moment, de l'échange avec les autres musiciens aussi. Et c'est ça qui est bien aussi, c'est de ne pas rester dans une espèce de statisme trop rigide non plus par rapport à l'écriture. Il y a des choses qui sont nécessaires à fixer, je pense, pour garder un discours cohérent, par exemple. Mais comme je ne suis pas non plus pianiste de jazz 100%, voilà, l'influence de mon langage classique me fait poser certains aspects de l'écriture musicale que je garde aussi. Alors j'ai envie de vous poser une question à tous les trois, parce que je vois, moi, un ralliement évident, c'est le désir de contrôle. Quand on est pianiste, compositrice, chanteuse, quand on est photographe, écrivain et qu'en même temps on s'auto-édite, quand on est batteur, compositeur et qu'on mène un projet sous son propre nom, est-ce que ça veut dire qu'on a envie que les choses soient bien faites et qu'il n'y a que vous qui pouvez les bien faire? Je sais pas qui... Pour le coup... En tout cas, pour parler, là, j'ai fait tout en auto-édition et c'est cool parce qu'en même temps, on est très libre, justement au niveau du contrôle. Après, ça peut vite être aussi assez bouffant, enfin en termes d'énergie et de stress et tout ça. Ouais. Moi, il y a beaucoup de choses que je pense que j'aurais pu faire un peu mieux si j'étais peut-être un tout petit peu plus encadré ou aussi un petit peu plus organisé, il faut être honnête aussi. Mais parfois, c'est aussi très stressant d'être en contrôle de tout quand en plus on doit gérer un travail pour gagner sa vie. Et puis ça devient une sale habitude après. Oui, c'est ça. Mais après, j'aime beaucoup l'auto-édition. Il y a beaucoup d'artistes que j'écoute qui font tout eux-mêmes et ils ont juste un Bandcamp et ils font vraiment juste tout comme ça. Et je trouve ça assez
honorable et inspirant. Ouais. Mais après, voilà. Jean-Pierre Gabriel, est-ce que vous êtes dans le contrôle? Oui, oui, mais c'est vrai qu'on regrette parfois quand on est dans l'auto, donc écrire, photographier, participer à la mise en page, aller à l'imprimerie et tout. On a, et bon, là par exemple, l'imprimerie c'est un bel exemple parce qu'il y a un vrai dialogue avec les gars des machines, ça c'est vraiment très chouette. Mais parfois on a aussi envie d'avoir quelqu'un qui vous dise que vous avez tort, par exemple. Ça c'est un. Et deux, je me rappelle, pour un des plus grands souvenirs que j'ai au niveau de l'édition, c'était le livre que j'ai eu la chance de faire chez Phaidon, donc quand même un des plus grands éditeurs au monde. Et quand on m'a fait venir à Londres, et il y a un gars qui m'a pris dans une petite pièce et qui m'a dit « Voilà vos photos et voilà ce que, puisqu'on a tel papier, voilà ce qu'on va faire comme modification. » J'ai à peine regardé en me disant il connaît son métier, quoi. Mais c'était fantastique, ça. Ça a été quelque chose. Et c'est vrai que cet apport-là, mais c'est rarissime. C'est rarissime d'avoir des gens de cette qualité. Là, j'ai aussi été peut-être au début vexé, mais toujours pour ce même livre. Donc, très très vite, c'est quand même un de mes livres préférés. J'ai passé 80 jours sur les routes en Thaïlande. On a fait 25 000 km avec mon équipe et tout. On a récolté les recettes chez les gens. Et l'éditeur avait tellement peu confiance en moi qu'il a demandé à une cuisinière thaï vivant à Londres de refaire 150 des 500 recettes. Et donc, j'étais vexé, bien sûr. Oui. Mais, alors là, pour mon ego, parce que quand même, pour mon grand ego, quand je suis arrivé devant elle de nouveau à Londres, elle a fait « Kun Jean-Pierre, you teach me so much about the cuisine of my country. » Vous m'avez tellement appris à propos de la cuisine de mon pays. Et ça, c'était la belle récompense. Oui, ça c'est pour moi, j'oublierai jamais. J'oublierai jamais ça. Grażyna Binkowski, la même question. Vous êtes dans le contrôle. Il y a un distributeur, je pense, sur ce disque-là avec vous. Là. Oui, c'est un label français qui s'appelle December Square, qui s'occupe de la distribution, de la diffusion. Alors oui, je suis vraiment énormément dans le contrôle, mais j'estime que c'est une école de la vie en soi. Parce qu'au fur et à mesure du temps, plus on est dans le contrôle, plus on s'aperçoit qu'on ne peut pas tout contrôler aussi. Et nous, ce qu'on va conseiller, c'est de se laisser aller, d'échapper au contrôle quand on vous écoute. Grażyna Binkowski, quand on écoute Gaspard Six ou quand on lit ou qu'on regarde les photos de Jean-Pierre Gabriel. Merci à tous les trois. Merci beaucoup. D'en connaissez-vous. On va partir dans un autre univers maintenant. On va accueillir une slameuse. Elle va nous parler de l'univers des bars ou des boîtes de nuit. Le texte s'appelle Bartender et elle s'appelle Agodjier. Je vis une double vie. J'ai celle du jour et celle de la nuit. Un peu comme un super-héros, mais sans pouvoir et avec peu d'abdos. Genre, le jour, je taffe. Et la nuit, je taffe aussi. Mais dans un bar. Je me couche tôt un jour en retard. Mes journées sont des nuits blanches qui vacillent entre fracas et silence. Dans ma capitale, il pleut du gin. Ferme les yeux, imagine. Le bruit et l'abondance, l'alcool et la danse, pas de break lorsqu'on feint l'assurance. La musique nous fout en transe. Les corps qui se balancent en cadence, on oublierait presque les circonstances. Ça rôde dans tous les sens. La malaisance de certains fait froid dans le dos. Il y a parfois du silence, mais il y a plus d'agneau. Je sais que t'es peinard, que des renards, changement de scénar, le melguez, y'en a marre. Je sais que t'es peinard, que des renards, changement de scénar, le melguez, y'en a marre. Ouais, je te vois qui me regarde. Je reste sur mes gardes. Faut se méfier de nos désirs. Il y a peu de gens heureux au quartier des plaisirs. Parce qu'il est beau, mais ça sent le menteur. Je me laisserai pas avoir par ce jeu d'acteur. La sororité comme seul moteur, c'est pas la jungle, mais ça grouille de prédateurs. Du coup, derrière le comptoir, je reste à l'affût. Angela, trop d'assoiffé d'une boisson pas au menu. Même sur le trottoir, je check si t'as pas trop bu. Parce que le geste déplacé est si vite arrivé. Parce que des lieux safe, ça existe pas en vérité. Parce que dans le sommeil des zincs se cache l'impunité des autres. Alors je compte pas fermer les yeux. Je prêche le féminisme comme un apôtre. La malaisance de certains fait froid dans le dos. Il y a parfois du silence, mais il y a plus d'agneau. Je sais que t'es peinard, que des renards, changement de scénar, le melguez, y'en a marre.
Je sais que t'es peinard, que des renards, changement de scénar, le melguez, y en a marre. Tu sais, c'est pas une question de tenue, d'ébriété ou de laisser aller. Faudrait quand même pas remettre la faute sur la victime présumée. Y a trop d'histoires de balance ton bar. Y a trop de pseudo-rencards qui finissent en traquenard. Alors, je fais mon taf. Sans pouvoir et avec peu d'abdos, j'apporte les verres d'eau, je vire les lourdeaux, je cherche tes poteaux et du taxi je te file le numéro. Parce que si le boulot de ton bartender se résume en un café, 2-3 bières, quelques cocktails et un shooter, demande-toi si c'est pas lui, l'agresseur. Bartender, un texte signé de Agodje. Agodje, vous pouvez la retrouver régulièrement sur les scènes slam, hein, ces scènes qui accueillent les créateurs et créatrices bruxelloises. Il y en a nombreux et nombreuses des slammeurs et des slameuses à Bruxelles. Suivez-les. Et Agodje, vous pouvez notamment la retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Agodje_BX. C'était Connaissez-vous. Merci d'avoir été avec nous.